Alors, nous allons donner la parole tout d'abord à Hans-Detlef Seeger de Dresde, qui va nous parler, je crois en français, parce que une partie de sa formation a été effectuée dans un lycée français, et donc il a une bonne maîtrise de la langue française. Et il a travaillé, il va nous raconter ça, pendant de nombreuses années dans le temple de la chirurgie pancréatique en Allemagne. Et je lui donne la parole. Monsieur le Président, très chers collègues, mesdames et messieurs, d'abord je vous remercie beaucoup pour l'invitation dans l'Académie nationale de chirurgie, une institution tellement célèbre et traditionnelle. Donc je suis très honoré d'être ici et d'avoir la possibilité de tenir un discours pour la deuxième fois, comme Daniel Jeck a déjà dit. La première était un thème chirurgien, vraiment chirurgien, sur le pancréas, les néoplasies du pancréas, il y a, je ne sais pas, 15 ans. Dans cette salle ici, j'étais très impressionné. Et maintenant, je suis en retraite, ainsi je parle un peu sur des thèmes, comment devenir un chirurgien en Allemagne. Je vais essayer de faire ça en français. Si je ne trouve pas les mots, je vais changer en anglais, si vous permettez, mais j'espère que ça ira. Là, vous voyez, pour vous donner une impression de notre pays, vous voyez que le pays est divisé en 16 régions. Chez vous, ce sont les arrondissements. Et ces régions sont nécessaires pour contrôler le centre du gouvernement du Bundestag, qui est situé à Berlin. C'est la diète fédérale. Mais ces États ont leur gouvernement à eux-mêmes, encore une fois. Ils ont des présidents, ils ont des ministères. Et ce fait est intéressant pour la formation en chirurgie et en médecine. Je viendrai là-dessus de nouveau en quelques secondes. La situation pour les médecins est très semblable. Comme vous voyez, on a une association fédérale des médecins, Bundesärztekammer, qui correspond un peu à votre ordre national des médecins à Paris. Mais cette association est sans capacité de jouissance de droit. C'est-à-dire, c'est seulement une association qui... tous les médecins allemands sont membres dans cette association et l'association rassemble tous les... c'est une association alliée des chambres des médecins de ces États fédérés, des Länder. Ils sont tous membres de l'association fédérale. Mais les tâches sont stratégie professionnelle, formation d'opinion concernant la politique sanitaire, etc. Alors, ils n'ont pas des influences directes sur la formation des médecins. C'est la responsabilité des États. Vous voyez ici que d'une part, il y a des ministères de santé régionale qui sont responsables pour approbation, examen d'équivalence, permis de travail pour des médecins étrangers. Et les chambres régionales des médecins, il y en a 17. Une région est tellement grande qu'on a 2 chambres des médecins là. Alors ces chambres régionales de médecins sont des collectivités publiques qui sont surveillées juridiquement par le ministère de la Santé régionale. Mais ce sont ces chambres qui sont responsables pour tout ce qui a à faire avec la formation, la réalisation et contrôle de la formation, autorisation des instructeurs médicaux, élaboration des demandes et examen de spécialisation qui est fait dans les chambres
régional. Si on a eu la chance d'être étudiant en médecine en Allemagne, ce qui est très difficile, il faut avoir de très bonnes notes au baccalauréat pour être accepté à l'université. On passe l'université, mais je voudrais vous montrer seulement la situation. En 2009, on avait ces 50 000 candidats, des inscriptions seulement 10 000. C'est une relation qui correspond à 5 ou 20% des candidats sont acceptés à l'université. C'était un peu mieux 10 ans avant, où encore 30% des applicants étaient capables d'accueillir une place à l'université. C'est correct. Et le taux des étudiantes a amélioré pendant les dernières années. Maintenant, depuis à peu près 5 ans, c'est assez stable, mais le taux est dessus de 60%. Ce qui est, il faut le savoir, c'est probablement la même situation en France. Si alors les étudiants ont fini leur étude et passé l'examen final, ils reçoivent leur diplôme de l'université et un agrément du ministère, agrément ou approbation qui permet aux jeunes docteurs de travailler comme médecins. Après ça, ils ont de nouveau la sélection libre pour décider pour une spécialité. Alors, ils peuvent devenir des internes, des chirurgiens, des pédiatriques, etc. Et ils décident pour soi-même ce qu'ils veulent devenir et ils envoient une candidature directement dans un hôpital au médecin-chef. Et ce médecin-chef décide s'il accepte ce jeune interne ou non. Ainsi, s'il a reçu cette place comme interne, il passe 2 années dans un tronc commun, il traite des patients. En urgence, il apprend les réanimations, il est dans le service de chirurgie et en dispensaire. Et après, suivent 4 ans de spécialité au moins. Pour ces différentes spécialités, de nouveau, il peut choisir ce qu'il veut apprendre et ce qu'il veut devenir. Alors, en résumé, 6 années de formation chirurgicale est nécessaire, c'est le minimum. Et la formation doit contenir des services de nuit. Et beaucoup d'autres choses, sonographie, endoscopie, est part de la formation chirurgicale. Et ce catalogue d'opérations, qui est assez ambitieux avec ses plus de 700 opérations, et spécialement concernant ces opérations. 25 thoracotomies, 10 résections du foie, 10 opérations du pancréas. C'est pour quelques internes, c'est trop. Et même pour les hôpitaux qui ne sont pas capables de former les jeunes chirurgiens dans toutes ces opérations. Ainsi, l'association de chirurgie allemande et les chambres régionales ont décidé de grouper ces deux spécialités, chirurgie générale et viscérale, et on a formé maintenant après le tronc commun, on peut devenir chirurgien général et viscéral de base. Il peut être ça après 6 années. Et s'il veut, s'il est intéressé, il peut continuer et peut devenir chirurgien général et viscéral spécial. Ça, probablement est limité au centre aux universités où on s'occupe beaucoup de la chirurgie viscérale spéciale. C'est
aussi fait pour les chirurgiens orthopédiques et traumatologiques dans un sens très similaire. Et ce qui intéresse les jeunes internes beaucoup, ce sont ces courses entraînement au modèle. Nous avons fait ça depuis 1984 à Davos, comme course européen. Avec chaque année, on a à peu près 250 participants. Et ils apprennent là, au modèle, la chirurgie conventionnelle et laparoscopique. C'est comme à Strasbourg, vous l'avez naturellement beaucoup plus spécialisé encore. Seulement quelques nombres concernant les médecins en Allemagne. Vous voyez qu'il y a en total ces 450 000 médecins en Allemagne, mais seulement 340 médecins actifs en 2011. Ils sont groupés comme indiqué sur cette liste, et vous voyez la chirurgie en place 5 avec 6%, mais l'orthopédie, traumatologie avec 3%, mais on s'est réunis depuis quelques années, et ainsi maintenant on est un groupe de plus de 30 000 chirurgiens en Allemagne, et parmi eux les femmes. Qu'est-ce que vous estimez? Combien de femmes chirurgiennes? C'est seulement 5 000 en relation aux chirurgiens, c'est à peu près un sixième. Mais pour tous, il y a quand même 44% des femmes dans le total. Alors, on a encore quelque chose à faire. Le nombre des médecins, comme chez vous, a augmenté beaucoup pendant ces années. En 1960, vous voyez, il y avait un médecin par presque 800 habitants. Aujourd'hui, ce sont 240 sur un médecin. Ce qui n'est pas mal, mais il y a beaucoup de raisons pour cela. Et ça est aussi, vous voyez les nombres des chirurgiens qui ont aussi augmenté. La distribution des médecins est un peu différente. Dans les régions de concentration urbaine, il y a moins de vacances que dans les régions rurales. C'est probablement la même chose en France aussi, comme aux États-Unis. Les causes sont différentes. Les jeunes gens n'aiment pas trop le charge de travail d'un chirurgien aujourd'hui. Au moins, seulement quelques jeunes gens vraiment aiment la chirurgie. Puis la directive européenne sur le temps de travail, naturellement, a réduit les heures de présence dans les cliniques. Il faut plus de temps pour apprendre la chirurgie. Enfin, il y a la migration, je vais dire quelques mots là-dessus. Exigences médicales ont augmenté, pas sans doute. On a besoin de plus de médecins pour cela. Et on dit souvent que la situation en chirurgie est trop hiérarchique pour travailler, pour vivre là. Je crois que ce n'est plus le cas, au moins pas dans chaque clinique aujourd'hui. Ça a changé beaucoup et il faut le changer parce que autrement les jeunes gens ne décident jamais de devenir chirurgien. La migration, vous voyez que à peu près entre 2500 et 3500 médecins quittent l'Allemagne chaque année. Ce qui est définitivement au moins. Et il y a des médecins qui retournent, mais je vais vous montrer ça dans le prochain slide. Les pays préférés sont la Suisse et l'Autriche, naturellement, à cause de la langue. On peut parler allemand là. Et la troisième place, c'est les États-Unis. Et ce groupe de Grande-Bretagne et Scandinavie est en la troisième place en 2009.
Les autres nombres viennent de 2013. Immigration, la plupart d'eux viennent de l'Union européenne ou d'autres pays de l'Europe, mais aussi d'autres pays. Il n'y en a pas trop, le total est seulement 7%, ce qui n'est pas trop, je crois. Je ne sais pas le nombre en France, je crois qu'il y en a plus de médecins étrangers. Mais le solde, malheureusement, est négatif. Vous voyez qu'il y a plus de médecins qui quittent l'Allemagne que ceux qui viennent en Allemagne. Et si ça continue, c'est pas difficile d'imaginer ce qui se passe, ce qui va se passer. Alors, on fait beaucoup, on essaie beaucoup pour intéresser les jeunes gens pour la chirurgie, et nous croyons, l'association croit que c'est très important d'avoir une culture d'éducation des jeunes, des internes dans les cliniques. Et pour recevoir une impression sur comment les jeunes gens croient, comment cette atmosphère est dans les cliniques, on a fait une enquête et vous voyez, on a demandé les internes et aussi les instructeurs. Je vous montre seulement les réponses des instructeurs. Les réponses, alors il y avait 100 questions, les réponses étaient des notes de 1 à 6, j'accepte complètement ou pas du tout. Et cette enquête va être répétée régulièrement et elle est publiée à partir de 2011. Et ce sont les résultats. Vous voyez, jugement total, c'est entre 2 et 3, ce qui correspond en France à peu près à 13 à 14 sur 20. Pas mal, mais il y a de potentiel là pour améliorer. Et il est intéressant que la considération de la médecine de base évidentielle, evidence-based medicine, n'est pas pratiquée semblablement dans les cliniques ou pas assez considérée. Ça, c'est une chose. Et l'atmosphère de travail, de l'autre côté, a été jugée assez bonne. Nous étions étonnés. Et ce sont les autres réponses, vous voyez, décision, culture pour évitement des erreurs, style de direction, culture d'enseignement. Tous les notes sont entre 2 et 3, alors assez entre bon et suffisant. C'est pas trop mal, mais il faut travailler pour l'améliorer encore. Et ça, ce sont la comparaison des 2 années. Le bleu foncé, c'est 2011, le bleu clair, 2009. Et vous voyez, il y a eu une amélioration discrète pendant ces 2 années. Mais ce que j'ai dit déjà, il faut faire beaucoup. Alors, en conclusion, la formation chirurgicale est prise au sérieux parce qu'il faut faire quelque chose pour gagner des jeunes internes pour la chirurgie, pour les intéresser. Nous pensons que c'est un facteur qui joue un grand rôle. Déjà chez les étudiants, une culture d'enseignement est extrêmement importante. Les enseignants, nous devons apprendre comment gérer le nouveau style de vie des étudiants et des jeunes internes. La génération Y, elle est différente de notre génération. Ils ont des prédispositions qui sont, des intérêts qui ont le focus sur la vie privée, le style de vie privée. Non plus comme, oui, nous, on était heureux d'être dans l'hôpital, jour et nuit. Ça a changé, il faut les comprendre parce qu'ils vont être successful, ils vont avoir du succès aussi. Et finalement, le taux de chirurgiennes va augmenter, c'est important. Nous avons besoin des femmes dans la chirurgie. Ça aussi change un peu la situation, mais il faut les
il faut être heureux qu'on les a. Et finalement, je vous remercie beaucoup pour votre attention avec ces photos de ma ville où je vis et je travaille depuis 20 ans maintenant. Une ville très intéressante, baroque. Si vous êtes intéressé, venez à Dresde, visitez Dresde. Je vais vous montrer notre ville. Merci beaucoup. Je voulais préciser que le professeur Trédé avait été l'élève du professeur... que le professeur Seger était l'élève du professeur Trédé à Mannheim, qui était très connu pour la chirurgie du pancréas, et qu'on lui avait offert la succession du professeur Trédé à Mannheim. Et finalement, comme il avait passé 2 ou 3 années après la chute du mur à Dresde, il a fait le choix de rester à Dresde et non pas de retourner dans son université d'origine. Je vais poser une petite question. Est-ce qu'en termes de salaire, le salaire à Dresde est le même qu'à... N'était pas le même. Ça a amélioré pendant les dernières années, mais au commencement, c'était très différent. Oui. Donc, moins. Par amour pour la population? Non, c'était très intéressant de créer une nouvelle faculté. Elle n'existait pas avant. C'était une académie chirurgicale, académie des médecins, plus ou moins pour la formation des médecins, mais pas de recherche. Il n'y avait pas de recherche dans cette... Alors, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à ce qui se passe en France, mais il y a aussi pas mal de différences, et je vous laisse la parole pour poser des questions au professeur Seger. Oui, François? Non, je voulais vous féliciter pour la clarté de votre exposé. Et j'ai remarqué une chose, c'est en France actuellement, on nous fait modifier l'organisation des études en chirurgie en se basant sur les directives européennes et en disant qu'on doit se limiter à 6 années de formation. Or, je vois qu'en Allemagne, vous avez une tendance à passer plutôt à 8 années. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus pour savoir, vis-à-vis de vos tutelles, comment ça se passe. Oui, c'est pour une subspécialisation, pour une autre spécialisation. On peut être formé dans différentes spécialités en Allemagne encore. Et c'est pour ça, le minimum pour devenir un chirurgien, orthopédique, viscéral, est de 6 années. Pas tous ont du succès pendant ces 6 années. Il y en a quelques qui ont besoin de 8 années pour finir leur formation chirurgicale, parce que le catalogue n'est pas complet ou autre chose. Et la durée des études est la même dans toutes les provinces, dans tous les lenders? Le minimum est le même. 6 ans. Et les différences sont dépendantes de l'hôpital où ils travaillent. Georges, mention? Je voudrais également féliciter le professeur Seger pour son intervention remarquable et qui m'a d'autant plus intéressé que j'ai été beaucoup impliqué dans la réorganisation des études médicales, même si après 20 ans de travaux, ça n'a pas encore abouti. Je vois avec plaisir qu'on peut arriver à faire cohabiter une spécialité de chirurgie générale avec une spécialité de chirurgie viscérale, et ça va nous donner des idées par rapport aux propositions. Je note aussi quand même que dans votre module de formation initiale, vous avez maintenu une formation de base pendant 2 ans, ce qu'on s'apprête à supprimer en France, je pense, à tort. Et je voudrais vous poser une question par rapport aux modules de formation endoscopique et échographique, qui sont aussi un des objectifs que nous souhaitons atteindre. Comment avez-vous fait pour former les chirurgiens à cette spécialité? Est-ce qu'il s'agit d'une auto-formation par des spécialistes chirurgicaux ou si vous avez fait intervenir les spécialistes médicaux? Nous avons, alors pour répondre à la dernière question, c'est très différent d'hôpital à hôpital. Ça dépend beaucoup de l'intérêt du chirurgien, s'il s'intéresse pour l'endoscopie par exemple ou pour l'échographie. Sinon, les internes passent leur temps pour échographie, pour apprendre l'endoscopie chez les médecins.
Alors, on a, je dirais, peut-être 10% d'endoscopistes en chirurgie seulement. Les autres sont dans la médecine. Mais c'est encore une part obligatoire dans le catalogue de formation. D'avoir fait 300 échographies, je crois, et des endoscopies sans nombre. Ist die Endoskopie mit Zahl belegt? Ja? Wie viel? I think it is gastroscopy 200 and colonoscopy 400. Aha. So it's quite an amount. I didn't understand everything, but to be honest, after 6 years of general surgical training in Germany, you can't do either digestive surgery nor trauma or orthopedic surgery. Basically, you know how to treat a surgical patient, but you're not familiar with all the various operative techniques. And that's why we discuss, is it really useful to still train people in general surgery? And one argument is to cover whole Germany, not only the cities, but also the landscape around the cities. But basically there's more and more a trend to more and more specialization, which causes many problems within the hospitals, because the more you specialize, the more people you need being on call, and that costs a lot of money. Une autre question? Oui, Jacques Hubert. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Ich spreche nicht sehr gut Deutsch, aber will doch probieren, es auf Deutsch zu gehen. Merci beaucoup pour votre exposé, donc il est très intéressant. Je parle moins bien l'allemand que le français, mais je vais essayer de le faire par égard pour nos autres, de poser la question en allemand. Wir sind einige Urologen hier in diesem Saal und haben gesehen, dass Sie in Deutschland mehr als 5000 Urologen sind und wir hier in Frankreich nur ein bisschen mehr als 1000. Ich habe gehört, dass es in Deutschland niedergelassene Urologen gibt. Können Sie vielleicht uns explizieren, wie das funktioniert in Ihrem Land? Nous sommes plusieurs urologues dans cette salle et nous avons tous remarqué que vous êtes plus de 5000 urologues en Allemagne, alors que nous en avons un peu plus de 1000 chez nous. J'ai entendu parler de ce qu'ils appellent les niedergelassene, c'est-à-dire des laissés pour compte, enfin si on traduit urologue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la différence? Oui, je crois que l'Allemagne est le seul pays dans le monde qui a des spécialistes dans les dispensaires et dans les hôpitaux. Ce qu'on peut comprendre de notre vue des hôpitalistes, si je peux dire comme ça, ils ne sont pas vraiment tous nécessaires, les spécialistes dans les... I say it in English so that my colleagues can understand. I'm not sure that it's really necessary. But that's the reason why the number is so high. Also in the orthopedic surgeons with 10,000 or so, it's a very high number, mostly due to general practitioners, or no, to practitioners in free praxis and not in hospital, not working in hospital. So on this point, you said, I think, that they may decide for the specialty as they want. That means they may select, they may choose themselves, the Yes. young surgeon, Yes. they decide to go to a specialty by themselves. Yes. This is not the case here. In No, I France, know, there is a I know. limited And number. this is not the case in Britain. And this may explain the difference between the two Yeah, countries. Maybe, yes, yes. Tu as parlé d'une enquête Oui. sur les conditions de vie dans un service de chirurgie, Mhm. ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, etc. Est-ce que cette enquête est publique, enfin, c'est-à-dire qu'on Oui. marque le nom des services? Non, Non. pas les noms, naturellement pas. Donc, C'est l'analyse de cette enquête a été faite à Zurich. Ceux peut-être connaissent les noms, mais donc il n'y a pas de retour Non. vis-à-vis des services où on ne vit pas très bien, etc. non, on ne l'a pas fait, non. Non. Donc les chefs de service ne sont pas informés de l'image que donne leur Malheureusement service. pas, oui, c'est dommage, mais ça a à faire quelque chose avec
Alors, en corrélation avec cela, j'ai vu qu'au début de ton exposé, tu nous as dit que c'est à l'interne de faire acte de candidature pour aller travailler dans tel ou tel hôpital, tel ou tel service. Oui. Et c'est le chef, enfin le chef de service, Oui. qui décide oui ou non. Oui. Ceci est totalement impensable en France, Oui. Oui. puisque c'est l'inverse. Oui. C'est l'interne donc qui va te choisir, mais c'est pas toi qui vas choisir l'interne. Ah. En France, c'est totalement opposé. Non, à la fin, c'est naturellement c'est le chef qui décide s'il veut travailler avec cet interne ou non. Donc ceci est totalement opposé en France. Oui. C'était comme ça, et quand on a fait notre internat, il y avait juste la première année d'internat qui était au choix, et le reste, on faisait la course des patrons pour avoir des places. Et c'était à celui qui arrivait le premier qui avait la place. C'était vraiment une autre époque alors. Hein. D'autres questions? Jacques Maresco? Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Merci.